Vous savez ce qu'on dit? Parfois un travail acharné est noyé par une vague de malchance qui vient sans prévenir. Les 9 combattants qui suivent ont fait le nécessaire pour se hisser au top de la division, mais pour une raison ou une autre, ils n'ont jamais reçu cette récompense tant convoitée par tous les hommes qui ont sacrifié leur vie pour cette belle discipline. Et ce ne sont pas les victoires qui manquent dans leur cas. Cub Swanson. Le cas de Cub Swanson pour moi reste mystérieux. C'est l'un des OG du game qui a le plus souffert de l'injustice de la machine de l'UFC. L'argument pour le cas de Belal Mohamed étant un combattant ennuyant, c'est audible. Mais Cub Swanson, c'est tout le contraire. C'est l'un des combattants les plus excitants avec de multiples bonus, Fight of the Night, dont un combat intronisé dans le Hall of Fame. La première opportunité ratée vient en 2014, après 2 ans de travail solide et un run de 6 victoires qui inclut de gros noms du sport comme Charles de Bronx Oliveira, Jeremy Stevens ou encore le diamant du MMA, Dustin Poirier. Au lieu de donner le title shot à Cub Swanson, c'est Chad Mendes qui l'obtient. Puis arrive l'ère McGregor, et lui entre-temps il perd contre Frankie Edgar. Cub Swanson reprend des services avec une deuxième série de 4 victoires et lorsqu'à l'UFC 218, Frankie Edgar, qui est prévu pour affronter le nouveau champion Max Holloway, se blesse, l'UFC zappe Cub Swanson qui attendait tranquillement l'appel de l'UFC pour un short notice pour offrir un combat en short notice à José Aldo qui venait de perdre le titre quelques mois plus tôt contre Max Holloway. Come on now, dog. Come on, man. Je tiens à dire honte à toi Dana White d'avoir laissé Cub Swanson de côté. Is he fucking awesome? Gegard Mousasi, il a battu le GOAT Greg MMA et je ne sais pas ce qu'il faut de plus pour avoir un title shot. Mais plus sérieusement, si battre Thiago Santos, Vitor Belfort ou encore Chris Weidman n'est pas assez pour obtenir sa chance pour le titre, que faut-il faire de plus, monsieur Dana White? À n'importe quel moment, tu es le prochain, mais si Gegard Mousasi est dans ma liste, c'est qu'il n'a pas eu ce qu'il méritait. Michael Bisping devient champion et Dana White le laisse défendre le titre face au grand-père du MMA, j'ai nommé semi-retraité Ben Anderson. Après, j'ai envie de dire c'est normal, cette fraude de Michael Bisping a quand même perdu un œil pour l'UFC. Mais après Dan Anderson, c'est au tour d'une autre fraude de faire son retour. C'est Georges St-Pierre qui obtient une chance pour le titre dans une catégorie qu'il n'a pas combattue et après 3 ans d'absence dans le sport. Il frappe l'angle mort de Michael Bisping pour s'accaparer du titre poids moyen. Mousasi est dévancé par d'autres challengers de la catégorie comme Yoel Romero ou encore Robert Whittaker qui combattent pour les titres intérimaires. Et avec l'ancien champion Luke Rockhold qui pleure dans les bureau de Dana White pour avoir une trilogie, Mousasi en a eu marre et il est parti au Bellator où il a été mieux traité. Disons qu'il nous a fait une Francis Ngannou avant Francis Ngannou, seulement avec moins d'impact. Mais vous fumez, monsieur? Ryan Bader, ouais, au Bellator c'est une légende avec un statut de double champion, mais à l'UFC il aurait pu avoir une meilleure carrière. Sa première chance pour le titre lui a été arrachée par John Jones alors qu'il était sur une série de 5 victoires en 2011. Puis arrive en 2015 avec une nouvelle série de 4 victoires et John Jones lui coûte encore sa chance pour le titre. Cette fois en écrasant une femme enceinte, créant ainsi un bordel sans nom dans la catégorie. Jones est suspendu, on lui retire son titre. Daniel Cormier qui était censé affronter Ryan Bader après sa défaite contre John Jones remplace John Jones pour faire face à Anthony Rumble Johnson. Rest in peace. Daniel Cormier devient champion. Ryan Bader le confronte dans la conférence de presse après le show et Cormier les deux crédibilise. L'UFC au lieu de capitaliser sur cette altercation préfère donner les title shots à Alexander Gustafsson qui revenait d'une défaite face à Anthony Rumble Johnson. Bon, j'arrête là, ça n'a pas de sens. Ryan Bader est obligé de retourner dans l'octogone pour faire face à l'homme qui vient de battre l'homme qui combat pour le titre. Il perd par KO et 2 combats plus tard, il se barre comme Mousasi au Bellator où il a été mieux traité. Matt Brown, après des hauts et des bas et un record qui laisse présager une carrière d'un mec qui allait retourner dans les ligues mineures, Matt dit Mortal Brown s'est réveillé en 2012 pour se construire une série de 7 victoires qui ne l'ont mené nulle part. Pourtant, il avait dans sa liste des victimes comme le futur challenger Wonderboy Thompson ou encore le prospect de l'époque Eric Silva. Mais en même temps, il y avait Robbie Lawler qui est revenu dans la grande ligue avec une envie similaire à celle de Matt Brown. Lawler s'offre 3 victoires en 2013 en battant Josh Koscheck et l'héritier de Georges St-Pierre, Rory McDonald. Donc l'UFC donne l'opportunité au vétéran Lawler plutôt qu'à Matt Brown. Après la défaite de Robbie Lawler contre Johnny Hendricks pour le titre vacant chez les welter, Brown semble être le prochain. Cependant, le champion Hendricks est blessé. Lawler, toujours motivé, bat Jake Ellenberger, puis l'UFC organise un combat entre Matt Brown et Robbie Lawler pour déterminer le prochain pour les titres. Brown se fait rouler dessus pendant 3 rounds, en plus d'avoir manqué la pesée. Robbie Lawler s'en va conquérir les titres
Walter face à Johnny Hendrix dans une revanche et l'UFC tente quand même de remettre Matt Brown dans les rails. Ils organisent Matt Brown contre Johnny Hendrix, mais cette fois encore Matt Brown perd et retourne au milieu des cartes, là où il a toujours eu sa place. Cool, voilà que c'est pas cool, voilà que c'est pas cool, frère. Ronaldo Souza, mieux connu sous le nom de Jacare Souza, top 5 des meilleurs poids moyens au monde entre 2010 et 2017 sans l'ombre d'un doute. Jacare Souza était le gars à éviter pendant cette période. Ancien champion du Strikeforce avec un record de 14 victoires pour 3 défaites durant 2010 et 2017. Après sa défaite contre Luke Rockhold pour le titre du Strikeforce, Jacare entame une série de 8 victoires mettant dans son palmarès les vétérans Derek Bronson, bon, pas mal de monde ont battu Derek Bronson, ou encore le seul homme à avoir battu Greg MMA, je te parle de Gegard Mousasi. En 2015, il est déjà en ligne pour le titre, mais avec le champion Chris Weidman hors jeu pour blessure et l'histoire de Vitor Belfort avec la TRT, c'était loin d'être gagné. Belfort était initialement prévu pour affronter Chris Weidman, mais il est mis de côté pour utilisation des TRT. Et il est remplacé par Lyoto Machida. Ensuite, Weidman se blesse après le combat contre Machida. Belfort doit affronter le goût du sport, Chael Sonnen. Mais c'est au tour de Chael Sonnen de se faire rattraper par USADA. Il faut dire qu'à l'époque, USADA faisait un bon travail. Ensuite, Belfort et Weidman est réorganisé. Et Weidman se blesse de nouveau. Pendant ce temps-là, Jacare n'était même pas dans les petits papiers de l'UFC. Une fois Chris Weidman prêt à recombattre, l'UFC organise une troisième fois Belfort contre Weidman et Jacare n'a plus le choix que de retourner dans l'octogone pour affronter un challenger montant, Yoel Romero. Il perd par décision. On est loin de sa victoire notable sur Gegard Mousasi et sa série n'est plus d'actualité. Il s'est refait quand même avec 2 victoires. Entre temps, Luke Rockhold devient le nouveau champion et Weidman, qui était prévu à l'UFC 199 pour prendre sa revanche contre Luke, se blesse. Chris Weidman, c'est loin d'être un homme solide. Luke choisit néanmoins comme remplaçant Michael Bisping qui tournait un film plutôt que de prendre Jacare. Après cela, Jacare prend une nouvelle défaite face au challenger montant Robert Whittaker. Il descend dans le rang de l'UFC. Faut dire, la vie est loin d'être juste. Bah ouais, logique. Travis Brown. En 2014, il n'y avait pas de challenger plus excitant que Travis Brown. Il débarque à l'UFC en 2010 et amasse une série de 4 victoires avant de se faire arrêter à son premier main event par Antonio Bigfoot Silva. Suite à ce petit ralentissement, Travis Brown recommence une série de 3 victoires par KO face à Gabriel Gonzaga, Alistair Overeem avec ses beaux front kicks et Josh Barnett. C'était en 2013 et ce fut un service de 6 minutes pour Travis Brown. Honnêtement, le title shot était la suite logique. La seule autre option était Fabricio Werdum, qui lui aussi était sur une série de 3 victoires, mais moins impressionnante, car le seul adversaire notable qu'il a battu était Minotauro Nogueira au seuil de la retraite. Mais l'UFC organise un combat entre Brown et Werdum pour déterminer le challenger pour Cain Velasquez. Brown est dominé sur 3 rounds et ne sera plus jamais dans la discussion pour le titre. Le seul truc mémorable après cela pour Travis Brown ne sera rien d'autre que d'être le pouls de Ronda Rousey. Ouch. TJ Grant. Peu de personnes savent qui il est, mais avant de prendre sa retraite, il était sur 5 victoires et le challenger numéro 1 pour les titres poids légers. Il devait affronter le champion Smooth Benson Henderson. Malheureusement, il n'a jamais combattu alors qu'il était si près du prix dont tous les combattants rêvent d'avoir. Il est booké pour combattre pour les titres après sa victoire sur Gray Maynard, mais se blesse. Et il est remplacé par Showtime Pettis. Une fois apte à combattre, l'UFC lui donne une nouvelle chance pour les titres contre le nouveau champion Showtime Pettis. Mais il se blesse de nouveau, et cette fois à l'entraînement. Nous parlons de commotion cérébrale. Les choses prennent une mauvaise tournure. Alors qu'il est toujours sous contrat avec l'UFC, il est obligé de travailler à côté pour subvenir aux besoins de sa famille et ses frais médicaux. Ensuite, l'UFC l'enlève du ranking pour inactivité. Avec la vie de famille, les problèmes de santé et les entraînements qui coûtent cher par rapport aux revenus que lui donne cet escroc, TJ Grant prend la décision de prendre sa retraite du sport. Triste fin pour un homme qui aurait pu peut-être écrire son nom dans l'histoire. Yves Edwards. Il est noir, il se nomme Edwards, mais il n'a rien à voir avec Leon Edwards. Bien qu'il ait beaucoup en commun avec lui. Yves Edwards combattait dans la catégorie poids léger. Le titre poids léger a été créé en 2001 et après le départ du premier champion James Pulver et les résultats nuls entre BJ Penn et Paul Uno, la division a été fermée sans champion pendant 3 ans. Pendant cette période, un dénommé Yves Edwards combat et amasse une série de 6 victoires dans cette division où il n'y a pas de champion. Il va falloir qu'il nous le dise un jour pourquoi. Mais bref, il combat à l'UFC et en dehors puisqu'il n'y a pas beaucoup d'effectifs dans la catégorie. En 2006, une fois que l'UFC décide de réintroduire les titres, Yves Edwards était déjà en train de goûter à la défaite. Entre 2005 et 2007, il est sur une série de 5 défaites pour 7 combats. En tout cas pendant sa période, si le titre existait, aucun doute que Yves Edwards serait l'un des challengers, voire même qui sait, peut-être le champion.
On a déjà parlé de Tony Ferguson, je ne l'ai pas inclus dans la liste parce qu'il a eu 2 chances pour les titres intérimaires, dont une qu'il a gagnée, et je n'ai pas inclus Belal Mohamed parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Beneil Dariush, depuis 10 ans à l'UFC et probablement la plus grosse menace chez les lightweight, aujourd'hui, personne ne mérite un title shot face à Islam Makhachev en 2023 qui est Beneil Dariush. Après avoir amassé une série de 7 victoires entre 2018 et 2021, Dariush a été booké contre Islam en février 2022 pour déterminer qui sera le prochain pour le champion de l'époque Charles Oliveira. Une blessure éloigne Dariush de l'octogone. Il est remplacé par Bobby Green qui affronte Islam en short notice de 10 jours. Islam passe le test entre guillemets que Bobby Green représente. En octobre de la même année, Islam est au main event face à Charles Oliveira pendant que Beneil, lui aussi sur la carte, est obligé de corriger Mateusz Gamrot. Normalement là, il n'y a plus de discussion. Dariush est le prochain, mais il a fallu que Daniel Cormier donne le micro à Khabib qui appelle le champion de la catégorie d'en dessous, Alexander Volkanovski. Fly all the way to Australia and fight in pound for pound king backyard with Volkanovski. Tous les moyens sont bons pour éviter Beneil Dariush. Islam gagne son combat en février contre Volkanovski et Dana White, qui sait bien que Dariush est le suivant, s'est dit plutôt mourir que de donner à Dariush le title shot qu'il mérite. Il organise un combat entre Beneil Dariush et Charles Oliveira avec les title shots en jeu. Tu connais la suite. Charles Oliveira gâche ma fête pour finalement faire prout-prout lors de l'UFC 294 à Abu Dhabi.